Première visite officielle d'un président français au Cameroun depuis 15 ans. C'est à Yaoundé que François Hollande a choisi d'achever sa tournée africaine au début du mois de juillet. Une visite très importante puisque le président de la République a fait référence aux épisodes tragiques de l'histoire des relations entre les deux pays. À l'aube de l'indépendance, des milliers de Camerounais étaient alors massacrés par les troupes coloniales françaises, notamment en pays bamiliké, où l'emprise des indépendantistes était la plus forte. Entre 300 et 400 000 Camerounais auraient été tués, un crime qu'aucun chef d'État français n'avait évoqué avant François Hollande. Le président de la République qui a brisé un tabou et qui souhaite dorénavant se ranger aux côtés du Cameroun pour un combat commun, celui mené contre la secte djihadiste Boko Haram. Cette semaine, dans Focus, on vous emmène au Cameroun. Bonsoir, bienvenue, merci de votre fidélité. Ce fut un discours audacieux. Durant sa visite d'État au Cameroun, François Hollande a évoqué l'épineux dossier du massacre des Bamiliké dans les années 50, au moment où le Cameroun s'apprêtait à accéder à l'indépendance. Un premier pas, certes, mais les Camerounais attendent que la France aille plus loin. Comme vous, Alain Foka, bonsoir, vous êtes journaliste et historien camerounais. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, selon vous, Alain Foka, est-ce que François Hollande a brisé un tabou à Yaoundé ? Il a à peine brisé le tabou. Il a à peine brisé le tabou en l'évoquant. Mais on aimerait qu'on aille un peu plus loin, puisqu'en réalité, ça s'est passé il y a tellement longtemps, et qu'il y a eu un autre massacre qui a connu le nom de guerre, quelque temps après, qui est celui d'Algérie. Et il était peut-être temps d'évoquer ce pan de l'histoire de l'Afrique, du Cameroun, avec la France, qui a toujours été un peu cachée, et on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Mais pourquoi, selon vous, la France a mis autant de temps à, si ce n'est reconnaître, mais en tout cas évoquer ces massacres ? Je voudrais bien qu'on précise que ce n'est pas encore une reconnaissance à proprement parler. On a évoqué au passage avec des termes qui auraient pu choquer un certain nombre de personnes. Mais simplement, si la France ne reconnaît pas, c'est que là, d'un coup, ce serait avouer qu'elle a commis véritablement pas mal d'exactions dans une certaine région du monde où elle était présente. Il faut dire que là, on parle quand même de plus de 400 000 personnes massacrées, tuées froidement, et des gens qui, tout simplement, demandaient l'indépendance. Mais pire encore, dans le cas des Bamiliké, c'est que dans cette ville, on avait ce à quoi on assiste aujourd'hui avec Daesh, avec l'État islamique, puisqu'on décapitait des gens. Il y avait un carrefour à Bafoussam, on l'appelle toujours comme ça, le quartier Maquisard, où le colon attrapait des gens dans les villages, les tuait, les décapitait et venait afficher leur crâne à cet endroit-là. Alors, celui qui donne la leçon doit peut-être enfin se regarder en face pour que le compte soit soldé. Alors à quoi on doit s'attendre maintenant? Est-ce que cette reconnaissance à demi-mot en tout cas peut donner maintenant lieu à des demandes de réparation? Je pense qu'on n'en est pas encore aux demandes de réparation parce qu'en réalité, on a vu des drames un peu partout dans le monde. L'essentiel, c'est déjà de reconnaître qu'il y a eu ces exactions-là, qu'il y a eu ces massacres-là. Je ne sais pas à quel moment on commence à parler des génocides parce qu'on parle de 400 000 personnes. Et ensuite, qu'il y ait un mémorial, qu'il y ait un instrument qui permette de conserver la mémoire et de réhabiliter ces gens-là qui ont été tués, qui ont été massacrés tout simplement parce qu'ils demandaient l'indépendance. Et puis, en plus de ça, que l'on reconnaisse à ces gens-là qu'ils peuvent aussi participer aux jeux politiques sans complexe. Parce que dans ce pays-là, quand le Bamiliké il parle de politique, il rase plutôt les murs, en réalité. Alors François Hollande a également souhaité ouvrir les archives aux historiens. Ce travail de mémoire, c'est important pour les Camerounais ? Il est important pour les Camerounais. Imaginez-vous, on vous a massacré, on vous a tué et on a carrément nié votre existence. Le jour où on reconnaît qu'on vous a fait autant de mal, déjà vous êtes un peu plus fier, vous êtes un peu plus content et on peut discuter différemment. Et on peut avoir un discours qui soit différent. Et on peut raconter ça à nos enfants parce que nos enfants, quand on leur parle de ça, pour eux c'est de la fabulation. Là, le devoir de mémoire, il est important pour tout le monde. Partout dans le monde, ça se fait. Il n'y a pas de raison que dans le cas du Cameroun, ça ne se fasse pas. Alain Foka, journaliste et historien camerounais, merci infiniment pour toutes ces explications. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu. Depuis l'année dernière, la secte djihadiste Boko Haram s'est lancée dans une guerre contre le Cameroun. Incursions, raids meurtriers, kidnapping. Comment réagit le Cameroun face à cette montée des périls? On va tenter d'y voir plus clair ce soir avec le porte-parole du gouvernement, Issa Chiroma. Bonsoir, monsieur le porte-parole, merci d'être avec nous. Je vous remercie de m'avoir. Alors, première question, comment est-ce que le Cameroun fait face à cette menace de Boko Haram?
Tous les moyens requis, tous les moyens nécessaires, d'abord des hommes et des femmes de qualité, suffisamment entraînés, suffisamment équipés, dévoués et déterminés à se battre jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour mettre en déroute cette bande, cette cohorte de criminels. Alors, c'est des équipements militaires, c'est un entraînement, c'est des services de renseignement. Alors, le Cameroun et ses voisins ont su mettre de côté leur divergence régionale pour mettre en place une force pour lutter contre Boko Haram. Est-ce qu'elle fait ses preuves à ce jour? Nous attendons effectivement à ce que cette force multinationale mixte, qui implique dans les 5 pays de la ligne de front, à savoir le Nigeria, où se trouve même le berceau de cette agression, le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Bénin. Voilà donc les pays de la ligne de front. Il est question donc, avec le soutien de l'Union africaine, bien sûr, il est question que tous les pays qui ont accepté donc d'envoyer un segment de leur armée, leur contingent, il est question de les recevoir et puis d'organiser donc sur le plan militaire une coordination qui nous permettra, une fois donc que les autorités auront décidé, qui nous permettra donc d'engager le combat final qui mettra en déroute, qui va donc anéantir cette secte barbare, anticivilisationnelle. Est-ce que cette menace de Boko Haram a un impact sur l'économie de votre pays? Les conséquences sont terribles puisque aujourd'hui le tourisme ne marche pas. C'est une région essentiellement touristique. Le tourisme ne marche pas. Les agriculteurs ne peuvent pas aller aux champs puisque ces messieurs-là, ou en quête de prise d'otages, ou alors à dépouiller les populations. Ils rôdent donc dans les alentours. Les éleveurs ne peuvent plus envoyer leur bétail paître dans des lieux réquisitionnés à cet effet. Bref, vraiment l'économie tourne au ralenti. Issa Chiroma, porte-parole du gouvernement camerounais, merci d'avoir été avec nous. À votre service, je vous remercie. Allez, comme chaque semaine, les 5 infos à ne pas rater sur l'actualité camerounaise, c'est tout de suite, en bref et en images. Et c'est signé Daniel Ziri. 13 personnes ont été tuées au nord du Cameroun dans une attaque menée par des militants du groupe Boko Haram. Selon le gouvernement camerounais, 3 assaillants islamistes auraient aussi été tués. Le ministre camerounais de la Communication a déclaré que les forces de sécurité ont riposté avec force contre les auteurs de l'attaque qui ont été repoussés de la région. La ministre camerounaise de la promotion des femmes s'est exprimée contre l'esclavage des femmes au Cameroun, notamment lorsqu'il s'agissait de femmes qui ont été leurrées par des opportunités professionnelles à l'étranger, mais qui ensuite ont été exploitées. Des centaines de ces femmes se trouveraient au Moyen-Orient. Le ministère camerounais de la Santé publique et l'Organisation mondiale de la santé ont lancé une nouvelle initiative pour mettre fin au trafic illégal de tabac. À l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, le ministère a souhaité promouvoir de nouvelles réformes pour réduire la consommation de tabac dans le pays. Le gouvernement camerounais aurait récemment mené un projet pour tester une devise électronique similaire au Bitcoin. Environ 500 personnes ont participé à l'expérience et ont utilisé la devise digitale comme leur moyen de paiement principal pendant un mois. L'université de Yaoundé a officiellement mis en service ce mois-ci son 3e bus électrique Blue Bus. Ces bus, financés par le groupe Bolloré, fonctionnent grâce à de l'énergie produite par des panneaux solaires et stockée par les batteries électriques. Ces batteries peuvent tenir toute une journée avant d'être rechargées la nuit pendant 8 heures. Les 2 bus électriques existants ont déjà transporté 1 million de passagers au total. Le Cameroun s'est fixé un objectif, devenir une économie émergente à l'horizon 2035. Pour y parvenir, Yaoundé a décidé de diversifier son économie, jusque-là largement dominée par les hydrocarbures. On va rejoindre à Genève Anita Nouni, elle est trader au département Afrique du groupe Bunge, une entreprise d'agrobusiness mondiale. Merci d'être avec nous, Anita. Mon plaisir. Alors, on a souvent qualifié le Cameroun d'Afrique en miniature, notamment en raison de la grande diversité du pays. Est-ce que ça se traduit aussi dans le secteur agricole? Écoutez, au Cameroun, on a tendance à dire en rigolant que si on jette des restes d'un fruit au sol, avec le temps et sans effort, on obtiendra un arbre fruitier. Pour dire que tout pousse tout seul au Cameroun et à quel point la terre est fertile.
Donc pour vous resituer un peu la place de l'agriculture dans l'économie camerounaise, aujourd'hui l'agriculture est responsable de 20% du PIB camerounais et emploie près de 60% de la population active, donc reste un élément central de l'économie. Donc alors les principales cultures au Cameroun sont le cacao, le café, la banane, l'hévéa, le coton, le palmier à huile. On produit également pour l'alimentation locale ou pour l'export aux pays voisins comme le Gabon, du plantain, du manioc, du maïs, du sorgho, de la canne à sucre. Alors on a bien compris que le Cameroun avait des matières premières de qualité. Ce qu'on comprend moins, c'est pourquoi on a autant de mal à les exporter. D'accord, donc déjà il faut savoir que la règle d'or de l'export de produits alimentaires est déjà de se retrouver dans une situation de surplus local. Donc en toute logique, un pays n'ira pas exporter ce dont il ne produit même pas suffisamment pour pallier à ses propres besoins. Le Cameroun souffre de cela. Donc malgré son grand potentiel, le pays ne produit pas beaucoup d'excédents et importe même pas mal de produits de base. Donc l'agriculture locale, qui est un secteur libéralisé en général, doit faire face à plusieurs obstacles, parmi lesquels financiers, organisationnels, productifs, infrastructurels. Il y a pas mal de problèmes actuellement que l'agriculture camerounaise doit faire face. C'est pour dire que le potentiel est là, la qualité est là, mais le marketing ne suit pas. Allez, parlons un peu de la Chine, qui est devenue le premier client du Cameroun. Hein. Qu'est-ce qui séduit les Chinois au Cameroun? Quels sont les produits qui les séduisent? Écoutez, les Chinois s'intéressent un peu à tout. Hein. Il faut aussi voir que leur capacité, je veux dire, ils ont une forte population et leur capacité d'utilisation de leurs terres arables avec le temps sera plutôt limitée. Donc du coup, ils sont à la recherche de nouveaux endroits où ils peuvent produire aussi, probablement pour leur propre consommation ou pour toucher les marchés locaux. Donc sur le riz, par exemple, je crois que les Chinois ont acheté au Cameroun, ont acheté des terres afin de pouvoir cultiver le riz. Ils sont encore dans une phase pilote, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir créer de grosses plantations de riz. Et évidemment, tous les autres secteurs, hein, le bois, le pétrole, tous les secteurs classiques. Anita Nouni, merci pour cette analyse de l'économie camerounaise. De rien. Quand on évoque l'Afrique noire, on pense aussi à la sorcellerie. Négative pour les uns, positive pour les autres. Est-elle un atout pour le développement du Cameroun? On va poser la question à l'anthropologue François Bingono qui nous fait le plaisir de nous accueillir. Bonsoir, merci. Alors vous êtes spécialisé en crypto-communication. C'est quoi exactement la crypto-communication? La crypto-communication, c'est la communication initiatique, communication ésotérique, communication sacrée, communication dont certains éléments sont du monde invisible, du monde immatériel. Au Cameroun, la sorcellerie occupe encore une place importante, selon vous? Il faut déjà dire que la sorcellerie, c'est ce qui ressort de l'ordinaire. Tout ce qui est extraordinaire est en rapport avec la sorcellerie. La différence intervient maintenant. Est-ce qu'il s'agit d'une sorcellerie négative? Est-ce qu'il s'agit d'une sorcellerie positive? Eh bien, tout ça a pour base unique la sorcellerie. Quelle place occupe la sorcellerie dans la société camerounaise? Je dirais même en négro-civilisation. C'est une place très importante parce que, effectivement, en négro-civilisation, nous sommes dans un contexte de civilisation où on estime que les morts ne sont pas morts, où on estime que de l'au-delà, ceux qui sont morts continuent à gérer le quotidien de ceux qu'ils ont laissés dans le monde des vivants. Alors ces dernières années, on a recensé dans des maternités camerounaises plusieurs vols de nourrissons pour des pratiques occultes. De quoi s'agit-il exactement? Ce sont des crimes rituels. À quoi servent les crimes rituels? Eh bien, voici des messieurs et dames qui, sans aucun effort, voudraient bénéficier d'une grande ascension sociale, au plan professionnel, au plan des affaires. Alors, le mauvais tradithérapeute va leur demander des organes humains. C'est ce qui explique les assassinats rituels. Les meurtres rituels sont dus à cela. On va vous demander d'apporter soit le cœur d'un bébé, soit les oreilles, soit les organes sexuels. Eh bien, on va utiliser ces parties du corps humain-là pour leur symbole. Mais maintenant, je voudrais bien insister, il faudrait qu'on sache que le sorcier n'opère pas uniquement pour le mal. Le sorcier, entre guillemets, opère également pour le bien. Allez, culture à présent. Il y a au Cameroun plus de 200 dialectes locaux. Comment est-ce que le Cameroun et la culture camerounaise font face aux défis de la mondialisation?
Eh bien, les linguistes dénombrent effectivement 234 systèmes linguistiques au Cameroun. Pour nous faire comprendre par un plus grand nombre de l'humanité, nous parlons français, nous parlons anglais, nous pouvons parler espagnol, nous pouvons parler allemand. Mais le fondement de notre pensée est celui qui repose justement sur notre patrimoine culturel. François Bingono, merci pour toutes ces passionnantes explications. Merci. Merci beaucoup de vous intéresser à ce genre de sujet. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de ce focus spécial Cameroun. Merci de l'avoir suivi. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro. En attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vivez curieux, restez focus. On se quitte avec ces images du Cameroun. À la semaine prochaine.